Bonsoir. Le candidat du président Biden à la tête de la CIA qualifie le régime chinois d'adversaire autoritaire. William Burns a témoigné devant le Sénat, déclarant que la sécurité nationale des États-Unis exige de contrer le leadership prédateur de la Chine. Le choix de Biden pour diriger la CIA, William Burns, s'est exprimé mercredi devant la commission du Sénat. Il a qualifié le régime chinois de redoutable adversaire autoritaire qui consolide sa faculté à faire toutes sortes de choses odieuses. Il existe cependant un nombre croissant de domaines dans lesquels la Chine de Xi est un adversaire redoutable et autoritaire, qui renforce méthodiquement ses capacités à voler la propriété intellectuelle, à réprimer son propre peuple, à intimider ses voisins, à étendre sa portée mondiale, et à construire son influence dans la société américaine. Burns a travaillé comme diplomate pendant 33 ans. Il a été ambassadeur en Jordanie et en Russie et a occupé 3 postes de haut niveau au département d'État. Il est aujourd'hui président d'un groupe de réflexion internationale. Le sénateur Rubio a fait pression sur lui à ce sujet. Ce groupe avec lequel vous vous êtes associé, la China United States Exchange Foundation, une commission nommée par le Congrès en août 2018, a déclaré que ce groupe avait clairement l'intention d'influencer la politique envers la Chine aux États-Unis. Donc, étant donné vos préoccupations concernant la puissance 12 de la Chine, pourquoi, pendant que vous étiez à la tête de ce groupe, la Carnegie Endowment for International Peace a-t-elle établi une relation avec ce groupe, la China United States Exchange Foundation, et accepté son financement? Voici la réaction de Burns, lui, que le Sénat a déjà confirmé à 5 reprises pour différents rôles. En ce qui concerne la China US Exchange Foundation, c'est une relation dont j'ai hérité lorsque je suis devenu président de Carnegie, et que j'ai interrompu peu de temps après être devenu président, précisément pour les préoccupations que vous venez de décrire, car nous étions de plus en plus préoccupés par l'expansion des opérations d'influence chinoise. Burns a déclaré que s'il est confirmé, 4 priorités détermineront son approche pour diriger la principale agence de renseignement du pays. Il s'agit de la Chine, de la technologie, des individus et des partenariats. Le candidat a déclaré que la concurrence avec la Chine est la clé de la sécurité nationale des États-Unis dans les années à venir, ajoutant que cela nécessitera une stratégie bipartite à long terme, claire et transparente, étayée par un renouveau national et un renseignement solide. Burns a reçu un soutien bipartite des législateurs du comité. Il semble qu'il soit sur le point d'être confirmé comme le premier diplomate à devenir le directeur de la CIA. 31 démocrates demandent au président Biden de renoncer à son pouvoir exclusif de déclencher des armes nucléaires. Ils lui demandent de faire jouer l'équilibre des pouvoirs. Ils affirment que donner à une seule personne l'autorité de contrôler les forces nucléaires est un risque réel. Les démocrates affirment que cela est dû au fait que les présidents ont menacé de lancer des attaques nucléaires. Les députés veulent que d'autres personnes, comme le président ou le vice-président de l'Assemblée, soient d'accord avec la décision avant qu'une attaque nucléaire ait lieu. Autre suggestion, la création d'un conseil, l'obtention d'une autorisation du Congrès ou du secrétaire à la Défense avant d'autoriser l'utilisation d'armes nucléaires. Mike Pompeo attire l'attention sur les performances médiocres du régime chinois en matière de biosécurité. Il souligne la négligence de l'Institut de virologie de Wuhan. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et son conseiller politique pour la Chine, Miles Yu, exigent que le Parti communiste chinois prenne la biosécurité au sérieux. Ils appellent également la communauté internationale à tenir le PCC pour responsable s'il ne respecte pas les normes mondiales de biosécurité. Dans un article d'opinion publié dans le Wall Street Journal mardi, Pompeo et Yu affirment que la négligence du PCC en matière de sécurité met le monde en danger. Ils affirment, je cite, « La plupart des signes indiquent que l'Institut de virologie de Wuhan, ou WI, est à l'origine du Covid-19. Il rappelle que le directeur du laboratoire avait lancé un avertissement en 2018 affirmant, je cite, « Le laboratoire de biosécurité est une arme à double tranchant. Il peut être utilisé au profit de l'humanité, mais peut aussi conduire à une catastrophe. » Le directeur de l'époque a également reconnu que les laboratoires de biologie chinois manquaient de soutien technique opérationnel, de consignes professionnelles et de normes adaptées aux exigences de sécurité. Pompeo et Yu soulignent également qu'une enquête sur la sécurité menée en 2016
par le ministère chinois des Sciences et de la Technologie sur 75 laboratoires de recherche en Chine révèle que celui de Wuhan ne figure même pas dans le top 20 en termes de qualité. Pompeo et Yu affirment également que le ministère des Affaires étrangères a confirmé le mois dernier que le laboratoire WIV mène des recherches secrètes sur les armes biologiques avec l'Armée populaire de libération, ou APL. Ils affirment que c'est la raison pour laquelle l'APL a envoyé un général pour superviser le laboratoire de Wuhan peu après l'épidémie dans la ville. Selon eux, c'est la responsabilité du monde entier de s'assurer que le PCC ne bénéficie pas d'un laissez-passer gratuit en matière de biosécurité. Les enfants sont plus que jamais menacés par les prédateurs. De nouvelles statistiques montrent que l'exploitation et la sollicitation des enfants en ligne n'ont jamais été aussi élevées qu'en 2020. Un expert recommande des solutions pour protéger votre enfant sur Internet. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités rapporte que 2020 a été une année record pour toutes sortes de mauvaises raisons. Le centre indique que le nombre d'enfants victimes de détournements en ligne a presque doublé en 2020 par rapport à 2019. Ce sont des cas de personnes qui communiquent avec un enfant dans l'intention de commettre un délit sexuel ou un enlèvement. Le centre a reçu 21,7 millions de signalements de cas présumés d'exploitation sexuelle d'enfants. C'est le plus grand nombre de signalements jamais reçus en une année. Et ils affirment que cela est dû en grande partie au confinement lié au Covid. Une information confirmée par Share Together, une association à but non lucratif dédiée à la lutte contre le trafic sexuel des enfants. L'état actuel de la criminalité dans notre pays est à son apogée favorisé par le Covid. Davantage de jeunes passent plus de temps en ligne. Aujourd'hui, la plupart des prédateurs approchent leurs victimes ou victimes potentielles en ligne. Il y a une relation directe entre le prédateur et la victime. Des applications telles que TikTok, des jeux vidéo comme Fortnite et des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube offrent un immense terrain de chasse en ligne aux prédateurs sexuels. Selon les experts et les forces de l'ordre, ce qui pourrait commencer par un bavardage apparemment anodin entre inconnus en ligne peut conduire à des sextorsions, des enlèvements et même à la traite d'êtres humains. On parle de sextorsion lorsqu'un enfant est préparé à prendre des images sexuellement explicites de lui-même et lorsqu'ils y parviennent, les délinquants s'en servent comme d'un chantage pour obtenir plus de contenu sexuel ou contraindre l'enfant à se livrer à une activité sexuelle. Selon Bouyens, les enfants sont exploités dans toutes les régions et si les ONG aux États-Unis affirment que l'âge moyen des victimes est situé entre 11 et 14 ans, tout enfant qui va en ligne, quel que soit son âge, est en danger. Selon Bouyens, pour assurer la sécurité de leurs enfants, les parents doivent s'impliquer sérieusement. Si votre enfant le voit, vous devez le voir. Si votre enfant joue à ce jeu sur Xbox ou PlayStation, vous devez y jouer. S'il joue dans une communauté vivante, vous devez rejoindre cette communauté. Vous devez savoir qui a accès aux oreilles, aux yeux et à la vie de votre enfant. Car si vous ne le faites pas, quelqu'un donne des instructions à votre enfant. Et malheureusement, les prédateurs sont plus nombreux que jamais. Selon lui, la première ligne de défense est l'enfant. La sensibilisation est donc essentielle. Les chiffres récents montrent clairement qu'il n'y a jamais eu de moment plus important pour éduquer les enfants sur la sécurité en ligne. Le site du Centre national pour enfants disparus et celui de Share Together proposent tous deux des ressources en ligne. Quels sont les risques encourus si l'un des porte-avions britanniques est déployé en mer de Chine méridionale? Lors d'une récente audition du Parlement, des experts britanniques sur la Chine se sont penchés sur la question. Les experts mettent en garde contre les risques élevés d'incidents encourus si le porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth est déployé en mer de Chine méridionale. Ils se sont exprimés mardi à la Chambre des communes. Nous devrions envisager des navigations dans la mer de la Chine méridionale, comme le permet le droit de la mer. Mais je pense également que nous constaterons plus de tensions. Plus de tensions autour de ces navires et donc un plus grand risque d'incident. Le porte-avions doit mener sa première mission dans le cadre d'une opération de liberté de navigation. Un destroyer américain escortera le HMS Queen Elizabeth ainsi que des contre-torpilleurs, des frégates de surveillance, un sous-marin et un pétrolier britannique. Au vu de l'augmentation considérable des types et du nombre de ces opérations et des opérations normales, des entraînements réguliers comme les appelle Pékin, je pense que le risque de mauvais calculs, de malentendus ou d'interprétations erronées est vraiment important ici.
Depuis le début de l'année, il y a déjà eu 44 interventions de l'Armée populaire de libération en mer de Chine. Barton a souligné un autre facteur, l'attention accrue de la Chine sur le haut fond contesté de Scarborough. Nous assistons juste à une sorte de montée en puissance de l'agressivité, du nationalisme, de la propagande chinoise à ce sujet. Et cela, je pense, rend un peu plus probable le risque d'un incident et d'une collision entre navires, ou comme en 2001, où 2 avions sont entrés en collision. Le PCC a déclaré l'année dernière, je cite, « La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté, ses droits et ses intérêts dans la mer de Chine méridionale. » Le HMS Queen Elizabeth partira en mai de Portsmouth. Les employés des compagnies de Big Tech ont donné plus de 15 millions de dollars à la campagne 2020 du président Biden. Cela dépasse les dons des employés des secteurs bancaires et juridiques. Les employés de Google, Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple et Facebook ont donné plus de 15 millions de dollars à la campagne présidentielle de Biden pour 2020. Cela marque un changement par rapport aux précédents candidats démocrates. Big Tech figurait dans le top 5 de la campagne 2016 d'Hillary Clinton, mais le cabinet d'avocats Morgan & Morgan et la banque d'investissement JP Morgan Chase étaient également présents. Et lors de la deuxième campagne d'Obama, 2 grandes compagnies de technologie se sont retrouvés dans le top 5 avec Deloitte, Time Warner et le cabinet d'avocats DLA Piper. Les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas donner directement aux campagnes électorales, mais leurs employés, oui. Une analyse de la campagne 2020 de Biden par le Wall Street Journal montre que Big Tech représente ses 5 premiers donateurs. Les employés de Alphabet ont donné plus de 5,2 millions de dollars, ceux de Microsoft 3,2 millions de dollars, Amazon 2,8 millions de dollars, Apple 2 millions de dollars et les employés de Facebook ont donné environ 1,9 million de dollars. Big Tech ne faisait pas partie des 5 premiers donateurs de Trump en 2020. Les républicains se plaignent depuis longtemps des préjugés des entreprises de Big Tech contre les conservateurs. Au niveau mondial, les Big Tech font l'objet d'un examen minutieux de la part des instances de contrôle de nombreux pays et aux États-Unis, plusieurs d'entre elles font l'objet d'enquêtes antitrust. 3 PDG vont témoigner devant une commission de la Chambre des représentants le mois prochain. Un juge fédéral a décidé que l'administration Biden ne peut pas ordonner une suspension des expulsions. L'affaire concerne environ 6 000 détenus. La décision est valable jusqu'à nouvel ordre. Le juge de district Drew Tipton a accepté la demande du Texas et a temporairement empêché l'administration Biden d'imposer un moratoire de 100 jours sur les déportations. Tipton a été nommé pendant l'administration Trump. Les responsables texans estiment que le moratoire viole un accord précédent et que le ministère de la Sécurité intérieure ne doit pas décourager l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Le juge Tipton convient que le Texas devrait supporter des coûts financiers du fait de la détention de migrants qui autrement auraient été expulsés, mais aussi de l'augmentation du nombre d'enfants non accompagnés qui auraient besoin d'une prise en charge. La décision du juge est temporaire, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue ou qu'une autre décision soit rendue. Une nouvelle coalition de groupes conservateurs s'unit pour promouvoir des élections justes et transparentes. Le président de la coalition déclare qu'ils se concentreront sur les niveaux national, étatique et local pour protéger les élections. La priorité de la coalition est d'annuler le HR1 ou Acte pour le peuple. Il s'agit d'un projet de réforme électorale de grande envergure présenté par les démocrates en 2019. Son adoption rendrait obligatoire des procédures d'inscription et de vote controversées à l'origine de nombreuses allégations de fraude aux dernières élections. Les dispositions les plus notables de HR1 comprennent l'inscription en ligne des électeurs à l'échelle nationale, avec des exigences minimales de vérification et l'inscription le jour même. Le projet de loi légaliserait également la collecte des bulletins de vote et rendrait illégale la divulgation de la citoyenneté des électeurs s'ils donnent cette information lors de leur inscription. Ken Cuccinelli conduira la coalition. Il a servi au sein du ministère de la Sécurité intérieure dans l'administration Trump. Avant cela, il était le procureur général de Virginie. La
coalition comprend également 2 organisations à but non lucratif, Susan B. Anthony List et American Principles Project. La présidente d'un des groupes a écrit « L'intégrité de notre système électoral a été gravement compromise en 2020 lorsque les démocrates favorables à l'avortement, utilisant la pandémie de Covid-19 comme excuse, ont affaibli les lois de l'État qui garantissent des élections libres et équitables, ajoutant qu'ils doivent également rallier les militants des États contestés pour s'assurer que les démocrates pro-avortement ne puissent rendre permanent leur contrôle du gouvernement. Le président d'un autre groupe a écrit « La coalition que nous formerons ne comportera pas seulement des groupes locaux et nationaux pro-vie, mais s'étendra aux groupes conservateurs et républicains plus larges, dont beaucoup se concentrent sur l'échec du projet de loi HR1. » L'ancien président Trump tente de revenir sur Facebook et Instagram. Il a fait appel de sa suspension des plateformes, et il pourrait obtenir une réponse dans environ 2 mois et demi. Le conseil de surveillance de Facebook a été saisi par Trump pour réintégrer la plateforme. La coprésidente a déclaré à Channel 4 News au Royaume-Uni, je cite, « C'est une affaire très sensible, mais c'est exactement pour cela que le conseil de surveillance a été créé. Le conseil d'administration composé de 19 membres dispose de 90 jours pour prendre une décision. Selon elle, bien que le conseil veuille donner une réponse rapide, il a besoin de temps pour les traductions et pour que les experts donnent leur avis. La commission examine également les commentaires du public concernant l'appel de Trump et elle indique qu'elle en a reçu des milliers. Facebook a suspendu le compte de Trump après l'intrusion au Capitole le 6 janvier. D'autres entreprises de la Silicon Valley ont également interdit Trump, comme Twitter, Google, Snapchat et Twitch. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a justifié la censure de Trump par le fait que les risques encourus avec le compte de Trump durant la période d'investiture étaient trop importants. Trump a publié 2 messages sur Facebook le jour où le Congrès s'est réuni pour certifier les résultats de l'élection. La société les a retirés, affirmant que Trump avait utilisé la plateforme pour inciter à une violente insurrection. Dans les 2 posts, Trump a dit à ses partisans « Nous devons avoir la paix et rentrer chez vous ». Il cherche à renouer avec les médias sociaux, soit en rejoignant une plateforme existante, soit en créant la sienne. Les dirigeants de la compagnie texane SolarWinds, de Microsoft et des sociétés de cybersécurité FireEye et CrowdStrike se sont défendus mardi devant le Sénat. Ils ont été confrontés à des questions sur leurs actions lors d'une attaque reprochée aux pirates informatiques russes. Des indications préliminaires suggèrent que la portée et l'ampleur de cet incident dépassent tout ce à quoi nous avons été confrontés en tant que nation, et ces implications sont importantes. Le sénateur Mark Warner de la Commission spéciale sur le renseignement a présidé mardi la première audition sur le piratage massif d'agences gouvernementales et de sociétés privées américaines découvert en décembre. Des cadres supérieurs de Microsoft, CrowdStrike, FireEye et SolarWinds, dont les logiciels ont été détournés pour s'introduire dans d'autres entreprises, ont déclaré que la cyberattaque était probablement pire que ce que l'on pensait. À mon avis, c'était un acte d'imprudence. Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que la véritable portée du piratage est encore inconnue car la plupart des victimes ne sont pas légalement tenues de divulguer des informations. Il a lancé un appel à l'aide au gouvernement. Nous devons améliorer le partage des renseignements relatifs à la menace. Mais le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, dont la société de cybersécurité aide SolarWinds à se remettre de l'attaque, a rejeté la faute sur Microsoft, qualifiant son architecture compliquée de désuète. L'auteur de l'attaque a profité des faiblesses systémiques de l'architecture d'authentification de Windows, lui permettant de se déplacer latéralement au sein du réseau, de même qu'entre le réseau et le cloud, en créant de fausses autorisations et en se faisant passer pour des utilisateurs légitimes, en outrepassant l'authentification multifactorielle. Amazon Web Services a également été invité à témoigner, mais la société a refusé d'assister à l'audience, irritant les sénateurs du panel tels que Marco Rubio. Apparemment, ils sont trop occupés. Cette violation massive qui a été largement reprochée aux pirates informatiques russes est l'une des pires violations et défaillances des services de renseignement américains jamais constatées, touchant au moins 9 agences fédérales et plus de 100 entreprises américaines, dont les 4 qui ont participé à l'audition de mardi. Des chercheurs de l'Université de Lille ont mis au point un test du virus du PCC se connectant au smartphone. Ils affirment qu'il peut produire des résultats en un temps record et avec une grande précision. Des chercheurs de l'Université de Lille développent un nouveau test Covid portatif qui peut donner des résultats en 10 minutes seulement. Le prototype du test, Cordial 1, à la taille d'une grande clé USB et peut être branché sur un smartphone. La professeure Sabine Zurenitz nous explique.
Quelqu'un doit vous faire un prélèvement nasal, vous mettez l'échantillon directement sur l'électrode, vous pouvez mettre le téléphone sur la table, vous pouvez prendre un café, une glace, même une douche, et 10 minutes plus tard, vous revenez. Le test fonctionne en utilisant de minuscules particules d'anticorps provenant des camélidés, une famille animale qui comprend les lamas, les chameaux et les alpagas. Les nanocorps sont greffés sur la surface d'une électrode. Lorsqu'ils entrent en contact avec la protéine spike du virus Covid-19, la modification du courant électrique apparaît sous la forme d'un signal sur un graphique de votre téléphone. Vous démarrez votre téléphone portable, un signal apparaît et en fonction de la hauteur du signal, vous pouvez dire si vous êtes Covid positif ou négatif. D'autres tests Covid-19 rapides et transportables existent, mais certains scientifiques ont émis des réserves quant à leur fiabilité. Le test Cordial 1 n'a pas encore été approuvé pour être utilisé, mais les premiers essais montrent un taux de précision de 90% par rapport aux tests PCR, qui prennent plus de temps à donner des résultats et nécessitent des conditions de laboratoire. La prochaine phase du projet consiste à effectuer un essai de 3 mois sur plus de 1000 personnes avant de lancer la fabrication. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.